Bonjour à tous et merci d'avoir pris le temps de nous consacrer une heure pour le webinaire. Alors, comment ça va se présenter? Deux parties. Une partie plutôt présentation de Cisco Meraki, ce que l'on fait, l'entreprise en général et d'où ça vient. Et derrière, bien sûr, un petit tour sur le dashboard pour vérifier ensemble et pour vous présenter, bien évidemment, les fonctionnalités les plus intéressantes sur chaque gamme de produits. Le but étant aujourd'hui de vous montrer toute la simplicité et toute, on va dire, toute la performance de ce qu'on peut proposer au niveau du dashboard. Alors, dans un premier temps, le but, c'est de vous expliquer un petit peu d'où ça vient, Meraki. Meraki, ça a démarré en 2006 avec 3 étudiants du MIT qui avaient un projet pour intégrer en fait du Wi-Fi sur les toits de San Francisco, avec bien sûr cette interface centralisée. Et le fait est que Google, derrière, a repris le flambeau de cette technologie avec ces 3 étudiants pour construire le portfolio et bien évidemment commencer par les points d'accès jusqu'à ce que Cisco rachète en fait la technologie en 2012. Mais le but est aujourd'hui de vous montrer que la tendance va vers cette partie SaaS, Software as a Service, où, si je refais un petit peu l'histoire du Wi-Fi, on avait des points d'accès autonomes à l'époque, je pense que certains s'en souviennent, sur du 54 mégabits par seconde, où derrière, des contrôleurs sont apparus physiques pour justement authentifier les utilisateurs sur le réseau et permettre aux bornes justement d'aller chercher ce contrôleur pour justement avoir cette validation. Ça peut avoir bien évidemment derrière des conséquences, c'est-à-dire qu'il faut les redonder ces contrôleurs dans le cas où un contrôleur ne fonctionnerait plus. Derrière, pour aller vers une nouvelle génération de points d'accès intelligents, je dirais, qui est aujourd'hui voilà, la partie cloud, donc ça, Software as a Service, où dès la borne, on va pouvoir justement authentifier les utilisateurs et aller chercher un Active Directory ou une LDAP de manière très simple pour justement faire en sorte de se passer d'éléments, on va dire physiques, en plus dans l'architecture. Donc comment ça a démarré? Des points d'accès au départ, donc la gamme MR ici. S'ensuit bien évidemment une gamme de switch qu'on appelle la gamme MS. On le verra tout à l'heure, comment je peux voilà, pousser sur plusieurs ports en même temps un VLAN spécifique, comment je peux mettre un port en mode trunk ou en mode access ou intégrer du PoE ou pas sur tel ou tel port, créer des groupes de stack, pouvoir pousser tout ce qui est grec de QoS, mais tout ça sans ligne de commande et de manière très simple. C'est là où est le but de Meraki, et c'est pour ça que Cisco l'a racheté, c'est de pouvoir justement avoir sur cette interface centralisée l'ensemble de ces équipements et de bout en bout vérifier, par exemple via du troubleshooting, la santé des équipements et aussi avoir une visibilité applicative de la part des terminaux mobiles, entre autres, qui sont vus sur le réseau en tant que tel. À partir de là, bien évidemment, la dernière couche à l'entrée du réseau, c'est la partie firewalling, UTM Firewall, qui est la gamme en fait MX ici. On pourra regarder si on a le temps tout à l'heure, mais on a une gamme assez exhaustive suivant le nombre de connexions simultanées que vous pourriez avoir. Si vous avez des petites agences pour aller jusqu'à 50 utilisateurs, on a un produit qui peut être adapté. Mais si on souhaite avoir, je sais pas, 2000 ou 10 000 users connectés simultanément, je prends le cas de stade de football où en général on a besoin voilà, de faire connecter plusieurs milliers de personnes. Bon, là, ça peut être une idée par rapport à ces produits-là. Mais derrière ça, et là on a pris vraiment les produits phares, on va dire, de la partie réseau en tant que telle, on a aussi une partie MDM, donc gestion de flotte d'équipements mobiles, la possibilité de pousser des restrictions sur voilà, des terminaux, d'intégrer des applications, de déterminer une zone géographique pour savoir si les personnes qui rentrent dans cette zone, ça peut être une zone par rapport à votre entreprise, s'ils sont capables d'avoir accès à leurs applications perso. Le but ici, c'est bien sûr de contrôler, mais aussi de vérifier un petit peu ce que font les utilisateurs, notamment dans le cadre d'un vol, d'une tablette ou d'un smartphone, etc., de pouvoir géolocaliser les personnes et puis surtout de pouvoir stopper net l'accès au device. Donc là aussi, on le gère très bien sous iOS, Android ou Windows. Si certains veulent tester, je rappellerai aussi à la fin de la session qu'on peut tester très facilement nos produits et qu'on livre là très rapidement voilà, l'ensemble des fonctionnalités. Là, c'est pareil, s'il faut envoyer quelques licences du MDM, on sera tout à fait capable de le faire. Une partie intéressante aussi, la partie donc caméra, de vidéosurveillance qu'on intègre sur le dashboard également. Là aussi, on peut faire de la rétention assez importante au niveau de l'image. On peut faire de la détection de personnes, de la détection d'objets, gérer l'ensemble des mouvements. Le but étant de stocker bien évidemment ce qui se passe en termes de mouvement, plus
que de stocker véritablement l'ensemble. Donc on peut stocker par exemple jusqu'à 20 jours sur une caméra, mais on peut aller beaucoup plus loin si on décide de ne gérer que les mouvements au niveau de la caméra. Là aussi, on verra si on a le temps, mais c'est vraiment une brique importante. Et quand vous savez que sur cette interface que vous voyez ici, vous pouvez gérer tout ça, de n'importe où vous êtes, que vous soyez d'astreinte, ce qui peut arriver, ou en congé à la maison, ou même au bureau, ou sur un site distant, voilà, on peut, grâce à un browser sur Internet, aller se connecter directement sur son PC ou son Mac, ou même, bien évidemment, sur son téléphone, smartphone, ou encore Android, ou Windows, ou encore Apple. Donc là, le but pour vous ici, c'est d'avoir cette visibilité au niveau du réseau. Dernière partie que Meraki a sortie, parce que ce qu'il faut bien comprendre chez Cisco Meraki, c'est qu'on essaye bien évidemment d'avoir des roadmaps, c'est-à-dire d'avoir des mises à jour de firmware régulières, ce qui va être le but de mon discours dans la foulée au niveau de la licence. C'est de se dire que vous investissez sur un produit, on va dire sur une technologie, qui va vous permettre d'avoir chaque mois ou chaque trimestre, de nouvelles fonctionnalités ajoutées. Meraki Insight en est la preuve. Aujourd'hui, c'est de pouvoir vérifier un petit peu ce qui se passe au niveau des applications ou des protocoles. Donc, si je vais par exemple sur Google ou encore vérifier tout ce qui est HTTP, etc., comment je peux voir s'il y a une certaine latence au niveau du réseau et surtout voir d'où ça vient. Est-ce que c'est une latence qui est propre à l'opérateur? Est-ce que c'est une latence qui est propre au constructeur Cisco Meraki? Pourquoi j'ai cette latence-là? Pourquoi, par exemple, je descends en dessous de 1 méga en termes de performance ce jour-là plutôt qu'un autre? Le but pour vous ici, c'est de pouvoir découvrir le problème le plus rapidement possible et de le résoudre, bien évidemment, le plus rapidement possible. Quand je parlais tout à l'heure de sites distants, c'est pareil. Si vous souhaitez livrer du matériel à distance et configurer et administrer du site central, je prendrai le cas de quelques références tout à l'heure, mais j'en ai une là encore en tête, c'est le groupe Caporal au niveau des magasins dans le prêt-à-porter. La personne est seule à l'informatique. Comment elle peut, comme ça à distance, faire livrer ce qu'il faut et faire un peu de blink pour justement faire en sorte de brancher correctement les switches et les points d'accès sur les points de vente. Donc là aussi, pour des équipes IT qui sont réduites, c'est plutôt intéressant, sachant que vous allez le voir sur le dashboard, après avoir un petit peu configuré pendant quelques heures l'interface, on s'y familiarise assez rapidement. Donc pour revenir là-dessus, une interface centralisée, vous le voyez là, on va aller faire un tour dans quelques minutes. On a bien évidemment derrière une licence qui est associée pour chaque produit, ou alors même pour un service, comme le MDM. Dans cette licence, vous avez donc l'ensemble des fonctionnalités du dashboard. Vous avez également le support en 24/7, donc le support en français aussi, je tiens à le préciser, surtout quand on envoie des cases par écrit, c'est toujours agréable quand on peut répondre dans la même langue, ce qui n'est pas toujours le cas chez certains constructeurs, mais également du remplacement en J+1, c'est-à-dire de pouvoir assurer, dans le cas de matériel défaillant, un remplacement le lendemain en express. Donc ça, ce sont des choses qui sont imbriquées dans une licence. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, sur une proposition commerciale, mis à part si vous allez rajouter un injecteur PoE ou un câble de stack ou encore des SFP pour la partie 10 Go ou 1 Giga sur les switches, c'est 2 lignes sur une proposition commerciale. Donc c'est très très simple à comprendre. On ne va pas assommer un client avec des choses qu'il ne comprendrait pas. Le but ici, c'est vraiment de vous dire, vous avez un dashboard, les fonctionnalités sont là, vous n'en avez peut-être pas besoin pour l'instant, mais vous en aurez sûrement besoin dans les 5-6 années à venir, jusqu'à la fin de votre ROI et jusqu'au nouveau budget qui pourra être voté pour une nouvelle installation. Le but, c'est de vous accompagner et que vous ne soyez pas stoppé dans 2 ans en revenant voir votre partenaire et vous dire que il faut faire un double coup ou changer le parc parce qu'il manque telle fonctionnalité. Donc c'est là où il faut bien penser quand on investit, parce que ça reste quand même des investissements qui peuvent être coûteux, on le sait tous, de penser plutôt long terme plutôt que de se dire peut-être que cette techno-là elle est peut-être peut être attractive financièrement, mais qu'est-ce qu'elle va m'apporter réellement dans les années qui viennent. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'équipements connectés, il y a de plus en plus de performances demandées. On le voit sur nos firewalls, d'augmenter la capacité en gigabits, par exemple, sur les firewalls, c'est primordial, et c'est les demandes de nos clients chaque jour, parce que on a de plus en plus de clients qui se connectent, Donc
Voilà, la question à vous poser, elle est plus là-dessus. Alors, je voulais montrer quand même quelques références, même si on n'est pas marié avec des secteurs d'activité précis, parce qu'on va pouvoir déployer dans la santé, dans l'industrie, dans tout ce qui est retail, tout ce qui est hôtellerie, l'éducation aussi, notamment avec les tablettes. C'est un grand sujet actuellement. Mais c'est toujours intéressant de montrer les plus belles, et surtout montrer qu'aujourd'hui, bon, la partie SaaS, la partie cloud, elle est rentrée dans les mœurs. Donc, c'est-à-dire que ça simplifie grandement les choses, mais en plus, maintenant que c'est audité et sécurisé au niveau des data centers que l'on a et que la redondance se fait de manière très simple, bon, ben, voilà, on peut voir l'évolution depuis 5 ans, c'est assez extraordinaire. Donc, et ça, vous pourrez le voir sur des technologies comme ceux qui ont de l'Office 365, je suis certain que certains d'entre vous en ont, qui est un système aussi en mode licensing, ou encore du Gmail, qui là aussi est en mode SaaS, ou si vous prenez des CRM comme nous on l'utilise ici chez Cisco Meraki comme Salesforce, bon, ben, on voit qu'aujourd'hui on est dans l'air du temps et que la tendance elle va vers ça. Alors, ben, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc ici vous voyez mon dashboard Cisco Meraki où on a 1 million presque 600 000 réseaux actifs dans le monde. Donc c'est pas rien quand on sait que le rachat a été fait en 2012 et que la création est de 2006. Si le SaaS c'était pas quelque chose qui était dans l'air du temps, je pense qu'on aurait vite disparu de la circulation, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce qu'on va faire, c'est aller se diriger vers un réseau. Pour se diriger vers un réseau, on a différentes options. Vous allez le voir à l'écran dans quelques instants. On a la partie ici Google Maps qu'on intègre. Donc si je voulais, je peux toujours... Ici, on est plutôt sur Londres, c'est l'endroit sur lequel je me situe. Mais je peux avoir ici différents sites aussi sur les US ou encore Sydney ou encore l'Australie ici, ou même la Corée. Donc sur Londres ici, ben, je peux choisir mes différents réseaux. Moi, je me situe ici sur Finsbury Square. Je peux cliquer sur Finsbury Square et tout de suite, ben, il va m'emmener en fait vers l'interface qui convient et surtout vers le réseau qui convient. Mais si je voulais par exemple basculer sur le réseau de San Francisco, bon, ben, je peux toujours ici, derrière, aller chercher mon réseau de San Francisco. Donc là, c'est pareil pour ceux qui ont du multisite. C'est un régal parce qu'on arrive comme ça à bouger de manière assez simple et tout de suite à voir un peu ce qui se passe sur le réseau. Je vais revenir sur mon London Finsbury, parce que c'est celui sur lequel je me situe et on peut avoir une grosse visibilité applicative et on va le voir dans quelques instants. Mais cette interface, elle est assez simple. Pourquoi? Parce qu'on a plusieurs petits onglets ici dans la map. Un premier onglet qui va représenter la visibilité client. On va démarrer par là dans quelques instants. Mais on va pouvoir descendre au fur et à mesure vers les appliances, les équipements. Ici, auquel cas, ce serait la partie firewalling, avec à chaque fois une colonne surveillance et configuration. Vous reconnaissez ici, j'imagine, certaines fonctionnalités. Et plus on va descendre, plus je vais aller sur la partie ici commutateur, donc plutôt switching, paramètres, je peux faire un peu de règles de routage, je peux intégrer mes différentes piles de stack, avoir une visibilité sur mes switches. On le verra tout à l'heure, mais on peut rentrer vraiment assez proche dans le vif du sujet au niveau des différents sites. Et une partie Wi-Fi qui est en général la plus intéressante parce que c'est ce qui est demandé au départ à l'entrée du réseau. Où là aussi on va avoir des règles de firewalling de niveau 7, on va pouvoir faire de l'analyse spectrale, intégrer des règles de tout ce qui est prévention et détection d'intrusion. On va pouvoir avoir une visibilité grâce à une cartographie des plans, de savoir comment se sont comportés les clients, faire un petit peu d'analytics pour savoir si ces clients sont passés régulièrement devant le bâtiment en question ou devant un magasin en question. Est-ce que ce sont des personnes qui reviennent régulièrement au sein des bureaux? Bon, on va avoir une certaine ici granularité qui va permettre bien évidemment d'aller un petit peu plus loin que simplement configurer des points d'accès. Derrière, j'ai mon Meraki Insight également. Et pour tout ce qui est caméra et MDM, tout ça sera bien sûr disponible sur un réseau qui est celui de San Francisco. Donc on pourra aussi aller y faire un petit tour tout à l'heure. Première chose, donc ici je peux avoir ma visibilité client. Et ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir à tout moment, ici, avoir cette visibilité, que ce soit sur les points d'accès, mais si je voulais avoir une visibilité client sur mes commutateurs, donc switch ou encore mes routeurs firewall, ce serait tout à fait possible. Je suis ici sur mes commutateurs, j'ai la possibilité de vérifier par exemple voilà, l'OS ou le SSID, le VLAN sur lequel ces clients sont connectés, le port sur lequel le client est également reconnu. Mais je peux là aussi revenir sur mes bornes et faire une recherche beaucoup plus affinée en allant chercher des clients qui sont en Wi-Fi en ligne
sur un système d'exploitation d'iPhone. Donc là, sur ce système d'exploitation d'iPhone, je peux voir les clients connectés, mais je peux aussi, avec le VLAN bien entendu ici, les différentes options possibles, mais je vais aussi pouvoir voir sur ces terminaux-là les protocoles et les applications connectées par ces utilisateurs. Donc je peux par exemple ici reconnaître du Meraki HTTPS, mais je peux aussi reconnaître, si je prends la deuxième page, tout ce qui est Twitter, Instagram ou encore Facebook, ou Spotify, que certains connaissent, j'imagine. Donc pourquoi pas aller sur l'application Spotify et puis vérifier un petit peu on va dire les utilisateurs qui en auraient consommé le plus, et ça par ordre décroissant. Donc ici, je reconnais quelques noms, je ne vais pas faire de généralité, mais si je clique sur John, là, je peux rentrer sur l'utilisateur en question. Je peux visualiser où est-ce qu'il est situé sur le plan. Je peux faire un ping de l'équipement pour savoir s'il n'y a pas de taux de perte, mais je peux surtout bloquer la personne sur du Spotify ou encore lui intégrer une politique de groupe en diminuant, c'est pas en l'interdisant, mais en diminuant le débit sur l'application en question. Donc là aussi, sur cette personne, je peux avoir la possibilité d'avoir la partie applicative. Attention, on ne sait pas ce que le client a fait sur ces applications, mais on sait sur quelle application il a été et pendant combien de temps. Donc ça, c'est plutôt intéressant. On se doit aujourd'hui, en tant que, on va dire, client, de savoir un petit peu ce qui se passe sur mon réseau. Si je vois que certains font trop de peer-to-peer, j'ai le droit de le savoir et de sanctionner les personnes qui en font trop. Donc je peux bien sûr faire du paquet de capture ici, ou encore avoir un journal des événements pour voir ce qui s'est passé à tout moment sur les différentes radios ou encore les différents canaux au niveau de John. Et si je reviens en arrière ici, ce qui va être assez intéressant, c'est de voir sur quelle borne John est connecté. Donc John est connecté à cette borne-là, avec la possibilité d'avoir, et ça c'est une fonctionnalité importante, une cartographie du réseau, donc ce qu'on appelle topologie chez nous, où on va partir de la borne vers le routeur firewall. Donc John ici, il part de cette borne-là, qui est une MR42, donc on fait bien sûr du 2x2, du 3x3 ou du 4x4 au niveau de nos modèles. Il faudra nous solliciter si jamais il y a des projets en cours là-dessus. Mais on peut partir du client en allant vers les switches ici, en passant par les switches de distribution, le cœur de réseau, et en allant vers les routeurs firewall. Donc ici, par exemple, j'ai mes deux MX400, la gamme MX, si certains se rappellent au début de la session, qui est donc la partie UTM Firewall, qu'on va en fait redonder en actif-passif avec une seule licence. Je rappelle pour ce produit-là, on parlait de licensing tout à l'heure, c'est le seul produit, le MX, où il y a deux types de licences. Une licence plutôt basique, qu'on appelle la licence entreprise, où on a, par exemple, uniquement la possibilité de faire du VPN de site à site, c'est déjà pas mal, faire un peu d'AD, authentification, intégrer aussi des règles de firewalling de niveau 7, et aussi, pourquoi pas, avoir le statut du VPN et intégrer du SD-WAN également. SD-WAN qui est une grosse partie aussi chez nous qu'on a intégré sur la partie firewall. C'est deux bases dans la technologie. Ceux qui avaient investi, et c'est là où je reviens sur mon discours, il y a 2-3 ans, ou un peu plus, sur du firewalling et où on n'avait pas forcément le SD-WAN, en faisant une mise à jour, tout de suite, le client peut se retrouver avec cette fonctionnalité de manière tout à fait gratuite. Donc c'est là où Meraki prend son sens. Et donc je peux tout à fait ici aller sur la borne en question où John était connecté. Et donc quand on arrive sur la borne, on a bien sûr un trafic, une liaison ascendante qui va se dessiner, avec pour savoir ce qui sort et ce qui rentre en termes de kilobits par seconde, et vérifier bien sûr à tout moment la santé de l'équipement. On peut voir les clients, dont John, qui sont connectés dessus actuellement. Et je peux aussi avoir une statut de la demande au niveau VLAN. Tout est expliqué bien évidemment en français sur l'interface. Ça, je tenais aussi à le mentionner, parce qu'il y a eu un gros boulot de fait de la part de nos avant-ventes là-dessus.
Et je peux aussi faire un peu de statistiques sur le dernier jour, la dernière semaine, etc., au niveau du réseau. Là, on peut faire un peu de stats et vous pouvez vérifier un petit peu les pics de connexion sur cette board-là. Je peux aussi vérifier tout ce qui est radiofréquence sur les deux différents canaux, que ce soit la bande D5 ou la bande D2.4, mais également vérifier ce qui s'est passé la dernière semaine, par exemple, sur la bande D5. Le lundi 16 à 11h50, on avait 5 clients actifs et on avait un petit peu de trafic aussi en termes de 802.11 et l'utilisation qui va bien en bits par seconde au niveau de cette borne-là. Donc vous voyez qu'on va assez loin. On a aussi un journal des événements qui est dispo. Mais ce qui va être le plus sexy là-dedans, ce qui va vraiment faire la différence par rapport à une technologie autre, c'est qu'on va pouvoir ici aller se diriger vers le port du switch sur lequel la borne est connectée. Donc je peux rentrer sur mon switch ici. Et donc là, bienvenue sur le switch. Donc on est passé vraiment de la borne, du client dans un premier temps vers la borne, de la borne vers le switch. Donc vous reconnaissez que c'est un 48 ports ici, avec quelques ports en SFP et des ports de stack qui sont derrière le switch. Donc je peux là aussi vérifier ma connectivité. Mais ce que je peux faire, et c'est ça qui est extrêmement sympa, c'est que je peux cliquer par exemple ici sur le port numéro 9. Et sur ce port-là, vérifier la connectivité. Savoir s'il y a du PoE actif, savoir si c'est un port en mode trunk ou en mode access. Est-ce que les clients sont bien connectés actuellement dessus? Est-ce que je peux faire un peu de troubleshooting? Par exemple, faire un test de câble à distance. Est-ce que je peux vérifier ce qui se passe en termes de multicast et de broadcast sur ce port-là? Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on avance, il n'y a pas de configuration spécifique à donner. Ce qui va vraiment faire la différence, c'est ce dashboard. Est-ce que vous allez bien vous familiariser avec? Ça, c'est vraiment la vraie valeur ajoutée. Après, on peut parler de produits, on peut parler de firewall, on peut parler de Plink en 10 gigas, on peut parler de port de stack, on peut parler de beaucoup de choses. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est ce dashboard. Donc ici, on peut tout à fait remonter également sur le appliance de sécurité et vérifier le statut de mon appliance à l'entrée du réseau. Donc vous reconnaissez les différents ports WAN, WAN 1 et WAN 2 ici, et la possibilité de vérifier sur les liaisons ascendantes le trafic en temps réel de mes deux ports WAN. Là aussi, je peux faire un peu de statistiques sur la dernière semaine pour voir un petit peu la façon dont, s'il y a eu de la latence déjà, ou de la perte, et vérifier un petit peu si tout était au préalable bien défini. Donc là, c'est pareil, je peux aussi vérifier le statut de l'appliance de secours. Je parlais d'actif passif tout à l'heure à l'entrée du réseau, si certains voient de quoi je parle. Et donc, là, pareil, on vérifie les deux liens WAN à tout moment, et on a différentes informations qui sont mentionnées ici. On a un primaire ici avec un passif, et bien sûr, après, toutes les adresses et le numéro de série de l'équipement. D'ailleurs, ce que vous auriez pu me poser comme question, vous ne pouvez pas parce que je suis en webinaire et j'aime bien quand c'est interactif, mais on peut toujours faire des sessions plus personnalisées dans la foulée pour ceux qui le souhaitent. La première question, c'est quand même de se dire comment j'ajoute les appareils dans le dashboard. Bon, là ici, j'ai un petit bouton qui s'appelle, on va dire général, et bien sûr rentrer de nouveaux numéros de série. Le but est de faire une demande sur une commande ou encore un numéro de série et de le rentrer sur l'interface ici. Ce qui fait que vous allez avoir une liste exhaustive d'équipements. On peut reconnaître ici la gamme MS au niveau switching, mais on peut aussi reconnaître la gamme MR au niveau point d'accès ou encore la gamme MV pour les caméras. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de rentrer en fait une licence. Donc ici, je vais dans Info licence et j'intègre des licences d'une commande. C'est-à-dire que si vous passez une commande de 50 points d'accès, par exemple, vous aurez une seule licence pour ces 50 points d'accès. Que vous allez rentrer dans ce dashboard, ce qui fait qu'au fur et à mesure qu'on rentre des produits, et ça, j'imagine que certains d'entre vous le feront,
on va dire, des déploiements au fur et à mesure, eh ben, le dashboard est assez intelligent pour pouvoir en fait calculer un coterming, une cotermination en français, pardon, et bien sûr valider une seule et même date d'anniversaire pour ces licences. Donc vous voyez qu'ici, avec tout ce qu'on a rajouté chez nous sur Londres, on est bon jusqu'au mois de janvier 2025. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est aller sur la partie Wi-Fi. Et première chose, sur la partie Wi-Fi, c'est de créer des différents VLAN, différentes populations, différents SSID. Vous voyez qu'ici, on en a 3 qui sont différents. Un plutôt Meraki Core pour la partie employée, avec du 802.1x en authentification Radius. Mais j'aurais très bien pu aussi avoir un SSID guest pour les invités, avec là aussi du portail captif disponible chez Meraki sur l'interface, qu'on va pouvoir voir dans quelques instants. Donc là, je peux toujours aller modifier les paramètres sur la partie SSID employé. Mais dans le menu déroulant ici, si je veux, je peux aussi aller chercher le Meraki Guest, par exemple. Donc vous voyez qu'on est connecté ici sur une authentification WPA2 entreprise en Authent Radius. Et j'aurais très bien pu aller chercher un réseau ouvert avec une authentification, par exemple, Facebook ou encore LDAP ou Active Directory. Ça me fait toujours un peu sourire, mais on peut aussi intégrer du WPA2 classique. Enfin, c'est pas forcément ça qui me fait sourire, mais on a aussi la partie web. Bon, là, on revient un petit peu dans le temps, mais peut-être que certains auraient encore des clés web, ce qui m'étonnerait. Mais voilà, sachez que c'est tout à fait possible. Et que derrière, par exemple, sur un 802.1x avec une authentification Radius, on peut arriver à tout moment à rentrer, bien sûr, un serveur Radius de manière assez simple. Donc là, ici, vous rajoutez le serveur Radius, comme vous le voyez là, et vous pouvez tester le Radius, faire la comptabilité Radius également. Vous pouvez descendre ici et faire des adressages différents, que ce soit du NAT mode ou du bridge mode, comme on peut dire en anglais, là-dessus, s'ils font partie du même réseau local. Et je peux aussi choisir, si je veux, par exemple, partir sur la bande des 2.4 ou des 5. Est-ce que je souhaite uniquement travailler sur la bande des 5 gigas ou pas? Ça, c'est un choix qui peut se faire. Parfois, ce n'est pas un choix parce que la bande des 2.4 est saturée, mais on peut faire du band steering de manière très simple. Et puis, je voulais revenir sur la partie load balancing, on le fait aussi sur les bords. Donc là aussi, si on a des points d'accès qui sont un peu trop saturés, on peut rebasculer certains équipements sur la borne d'à côté. Donc ça, c'est un premier point. Je peux aussi gérer tout ce qui est pare-feu. Donc là, pareil, sur le réseau local, au niveau de la couche 3, pas de souci. Mais ce qui va être intéressant, c'est au niveau de la couche 7, par exemple, d'interdire tout le peer-to-peer et également, pourquoi pas, interdire tout ce qui est Facebook. Mais je peux aussi, par exemple, limiter le débit en termes de bande passante sur les clients ou encore sur le SSID. Mais je peux, là aussi, par exemple, sur le SSID en question, créer de nouvelles règles. C'est-à-dire ici, par exemple, j'aimerais, comme on l'a vu tout à l'heure, interdire tout le peer-to-peer. Ou encore que le BitTorrent. Je prends ce BitTorrent et je peux en fait gérer le débit sur cette application. Par exemple, ici, je souhaite que cette application ait une performance qui ne dépasse pas les 500 kg. Avec un niveau de priorité de 2 ou encore, on va dire, tout ce qui est QoS, vous connaissez tout ce qui est best effort, etc. On peut choisir là aussi une performance au niveau de l'application. Et ça, je peux bien sûr en créer au compte-gouttes au fur et à mesure. Je peux également intégrer du portail captif. Là aussi, il faudra qu'une hôtesse d'accueil puisse valider à chaque fois que la personne rentre bien sur le réseau, mais on peut quand même le personnaliser avec du format HTML. On peut intégrer un message ou encore un logo propre à l'entreprise. Voilà, ça, c'est vous qui choisissez derrière ce que vous souhaitez faire, mais sachez que le portail captif est disponible, et là aussi, on peut le gérer par SSID. Je peux également intégrer des disponibilités. Je ne sais pas s'il y a peut-être des personnes ici dans l'éducation sur le call.
Mais dans les écoles, parfois, on souhaite activer ou désactiver à certaines heures de la journée le Wi-Fi. Là, pareil, on prend un SSID quelconque et on peut même, bien sûr, personnaliser ça, mais on peut aussi, par exemple, intégrer un tag, c'est-à-dire qu'on peut créer des groupes de points d'accès. On les reconnaît grâce à des tags. Et je peux, par exemple, ici me dire, j'aimerais bien que cette règle ne soit appliquée que pour les bornes, par exemple, du bâtiment C. On a également la possibilité de faire de l'analyse en termes de prévention et de détection d'intrusion. Ici. Le but, c'est de pouvoir détecter non seulement les SSID qui sont autour de l'entreprise, mais également de déterminer si des petits malins ne s'amuseraient pas à venir pirater ou venir s'introduire sur le réseau frauduleusement. Donc là, on va pouvoir ici faire des recherches beaucoup plus approfondies, mais on va aussi pouvoir vérifier, et c'est ce que je mentionnais tout à l'heure, comment se comportent les utilisateurs sur le réseau. Donc là, j'ai plusieurs cartes, je crois, qui sont à ma disposition. Je peux tout à fait choisir ce que je souhaite voir. Mais je peux lancer un scan, par exemple, dans la journée, pour vérifier, donc plus c'est rouge, plus c'est dense, plus c'est vert, moins ça l'est, les zones qui sont en fait les plus occupées par les clients. Ça vous donne une image quand même de ce qui se passe, et puis surtout de voir s'il n'y a pas des points d'accès qui n'auraient pas lieu d'être quelque part, et qui seraient peut-être mieux ailleurs dans le bâtiment. Ce qui nous emmène à la partie données de localisation, qu'on appelle CMX chez nous, qui va permettre d'aller un peu plus loin dans l'analyse et d'être un peu plus fin pour savoir ce qui se passe au niveau de Finsbury, mais ça aurait pu être aussi au niveau de San Francisco ou encore Sydney. Donc là, je peux faire une sélection et dire sur la semaine ou encore sur le mois quels sont les visiteurs qui sont passés devant, ou qui sont rentrés, ou encore combien de temps ils sont connectés, et surtout si ce sont des personnes qui reviennent régulièrement. Donc, plus que du Wi-Fi, comme je le mentionnais en début de session, c'est vraiment une analyse fine des terminaux, sachant que pour vous, le but, c'est vraiment d'avoir une qualité de service irréprochable. Derrière, je peux remonter aussi sur mes commutateurs, et je peux bien évidemment aller sur la liste des commutateurs. Je peux faire une recherche plus approfondie par rapport aux étiquettes, comme je le mentionnais sur les plages horaires, où on peut aller chercher que les commutateurs de la partie cabinet, par exemple. Mais je peux aussi aller chercher l'ensemble des ports de tous mes switches, que ce soit sur les sites distants ou sur le site central. Et sur ces ports de switch, je sais que je pourrais aller chercher tous les ports numéro 14 ou encore aller chercher, par exemple, le VLAN voix que j'aurais créé au préalable et sélectionner tous les ports en même temps pour faire un update d'un VLAN spécifique ou d'un VLAN voix spécifique, ou encore, vous avez vu, de pouvoir activer ou désactiver le PoE, intégrer un type de port, que ce soit trunk ou access. Mais je peux aussi, là-dessus, aller sur les piles de mes commutateurs, donc des piles de stack qu'on peut créer, donc des environnements que l'on crée au préalable, avec ici des switches qui sont, je crois qu'on peut aller jusqu'à 7 maximum, et on peut gérer comme ça des membres en allant, par exemple, cloner ou remplacer ou ajouter un membre dans la pile de stack. Donc ça reste très très simple à mettre en place. Je peux aussi intégrer après des paramètres de type QoS, du type spanning tree. Là aussi, tout est bien expliqué à chaque fois. Donc, au niveau de l'autorisation QoS, si on veut faire un peu de multidiffusion, tout est là pour justement que vous puissiez intégrer les fonctionnalités que vous voulez. Donc, comme je le mentionnais aussi là aussi en début de session, le but, c'est bien évidemment, et j'espère que ça vous plaît ce matin au niveau de la démo, mais ce serait vraiment de l'utiliser chez vous. On peut livrer dans les 2 jours à partir du moment où on lance le shipping, pour que vous puissiez avoir pendant au moins 30 jours le matériel chez vous sur place. Je peux remonter tout de suite vers le planier de sécurité, vérifier par exemple les statuts de mes VPN.
sur l'ensemble des sites. Et je peux par exemple ici vérifier la santé de mon site sur Sydney. Et sur Sydney ici, la possibilité aussi d'aller chercher les différents liens WAN, pour justement, en rentrant dessus, vérifier un petit peu ce qui transite, et surtout la qualité de ce qu'il peut y avoir en termes de transition, sachant que la partie SD-WAN, le but c'est qu'il y ait toujours de la redondance, qu'il y ait toujours un lien qui fonctionne à 100% pour la qualité de service. Donc là, sur le WAN 1, par exemple, sur Sydney, je peux cliquer dessus. Et vous avez vu qu'ici, il y a une interconnexion de site entre Sydney et San José en Californie. Donc je peux à tout moment, sur mes deux liaisons, vérifier la performance à chaque instant. On va être aussi capable, tout simplement, de vérifier ou de lancer, par exemple, des règles de pare-feu. Donc couche 3 comme tout à l'heure, mais également couche 7, comme on a pu le voir sur la partie Wi-Fi. Donc cette couche 7, on peut soit la mettre en route sur la partie borne, mais on peut aussi la mettre en route sur la partie firewall. Donc là, je peux tout de suite, par exemple, intégrer mon peer-to-peer, comme tout à l'heure, ou encore ajouter des règles de redirection de port. Ça aussi, c'est beaucoup demandé au niveau du NAT. Voilà, savoir si on veut ajouter une correspondance ou pas. Je peux intégrer derrière du VPN de site à site, une fois que mes différents réseaux ont été créés. Je peux tout de suite intégrer un mode SPOC, donc soit on active ou pas. Et si je veux rajouter un hub ou encore un SPOC, je peux, tout simplement. En cliquant ici, en allant chercher par exemple San Francisco en mode hub. Et après, je paramètre mon VPN avec mes différents réseaux locaux, savoir si oui ou non je souhaite que le VPN soit actif ou pas. Je peux intégrer de l'Active Directory, je peux aussi faire un peu de filtrage, un peu d'antivirus, un peu de malware. On utilise Cisco AMP pour ceux qui connaissent un petit peu, sur la partie détection et prévention d'intrusion. Mais ici, vous avez vu que j'ai plusieurs catégories sur la partie filtrage que je peux avoir, notamment ici, je sais pas, sur les sites malveillants, la mer Erwana, voilà, plein de choses disponibles, et aussi de l'URL blocking pour justement intégrer peut-être des sites qu'on ne pourrait pas forcément voir ou avoir dans la liste. Pareil, on parle beaucoup de filtrage web, et j'enchaîne parce que je vois que le temps passe. Là aussi, grosse demande là-dessus sur tout ce qui est YouTube, etc. ou Google, etc. Je vais pouvoir aussi intégrer, par exemple, tout ce qui est AD ou encore protection des menaces. Donc là, c'est pareil, si je veux activer ou pas, ou désactiver la grille des menaces, je peux faire de la prévention ou de la détection d'intrusion. Là aussi, on pourra vous donner de l'info sur ce que l'on fait là-dessus et à quoi ça correspond au niveau de AMP. Mais ça reste très très solide en termes de malware. Alors, vu que le temps passe et que j'ai envie de vous montrer beaucoup de choses, je vais quand même aller sur San Francisco, vous montrer un peu de MDM. Et pourquoi pas un peu de caméra aussi, tiens. Alors, San Francisco, caméra, tiens, on va démarrer par ça, on va se faire un petit mur vidéo. Donc, bienvenue sur la partie caméra. Donc là, c'est pareil, je vais attendre que ça stream, mais vous avez vu qu'ici, je peux en fait gérer plusieurs groupes de caméras ici. Donc là, on est plutôt sur le local à vélo, bike entryway, mais je pourrais très bien avoir ici une multitude de groupes qu'on peut gérer comme ça à distance. Donc là, ce qui va être intéressant, c'est un peu comme les autres équipements. On peut aller sur, oh pardon, je me suis trompé, la partie caméra et aller chercher toutes les caméras qui sont en fait enregistrées sur le dashboard. Donc il y a une adresse IP qu'on reconnaît, etc. Et on peut bien évidemment là aussi segmenter. Vous avez vu qu'on a deux caméras qui sont en ligne, une en alerte et 17 en ligne. Et je peux par exemple ici, peut-être pas là-dessus, mais sur une étiquette, aller chercher par exemple toutes les caméras de la bike room. Et sur cette bike room ici, aller chercher une caméra qui nous intéresse. Et sur cette caméra qui nous intéresse, on peut faire une recherche de mouvement. Donc par exemple ici, si je prends cette zone-là, et que je vérifie un petit peu ce qui s'est passé ces dernières heures, je peux cliquer là-dessus. Et tout de suite, il va me dire voilà, qu'il y a eu un mouvement pendant telle durée, à telle heure. Donc, vous voyez qu'il y a une personne ici qui arrive, qui vient chercher son casque et son vélo. Je
peux aussi faire un petit peu d'affichage de personnes, hein, on fait aussi de la détection d'objets maintenant. Mais je peux aussi vérifier sur la partie réseau ici, ben, comment se comporte cette caméra. Donc là aussi, je peux lancer un ping sur la caméra. Vous avez vu que ça, voilà, que ça mouline, hein, que ça arrive au compte-gouttes, mais on arrive à avoir la connectivité et derrière intégrer des paramètres. Donc qui dit paramètres vidéo, hein, au niveau de la rotation, etc., mais dit aussi surtout qualité et conservation. Est-ce que je veux faire de la rétention de mouvement, oui ou pas, et surtout quelle est la résolution vidéo que je souhaite avoir. Désolé, j'ai mes petits collègues voilà, qui s'amusent à s'envoyer des petits messages. Voilà. Donc là, on peut aller jusqu'à 90 jours au niveau de la rétention, parce que j'ai choisi telle ou telle qualité. Vous voyez qu'on peut faire ce qu'on veut. Hein. Si on veut vraiment de la qualité optimum, ça va baisser bien évidemment le nombre de jours, mais je peux faire, voilà, suivant ce que j'ai envie. Je peux faire ici de l'alerte de mouvement, hein, quand est-ce que les alertes doivent être envoyées, faire un peu de paramètres vidéo. Et ici, faire un peu d'analyse aussi, si je prends par exemple sur la journée, vérifier un petit peu les zones chaudes. Hein, donc plus c'est rouge, plus c'est utilisé par les personnes. Et puis savoir un petit peu ce qui s'est passé en termes d'entrée, etc. Donc ça vraiment, enfin, si on a déjà du matériel Meraki, ça a son sens, si vous voulez, de pouvoir basculer comme ça d'une caméra, par exemple, à la partie System Manager, pour ajouter des terminaux mobiles, par exemple. Donc là, j'ai plusieurs choix. C'est de l'iOS, hein, tout simplement. Voilà. Est-ce que je peux ajouter des périphériques? Oui. De quelle manière? Et puis derrière, créer en fait ce qu'on appelle des profils. C'est-à-dire que dans paramètres ici, vous avez des profils. Hein, par exemple, dans une école, profil étudiant ou encore professeur. Et dans ces profils qu'on aura créés, hein, donc vous pouvez toujours ajouter un profil. Et moi, je peux faire une recherche ici, par exemple. Je crois que je peux avoir un profil étudiant. Dans le profil étudiant, je vais pouvoir ajouter des paramètres à chaque fois au compte-gouttes. Donc, est-ce que je veux, par exemple, que ce profil étudiant soit sur un SSID manuel qu'on aura créé, ou soit sur un SSID qui va se rapprocher, et c'est là où ça a son sens avec Meraki, d'un SSID existant chez nous. Bon, par exemple, si je prends le London Finsbury, voilà, j'aimerais que tous les équipements mobiles qui sont sur le MDM se rapprochent du réseau pour qu'on puisse éventuellement pousser plus de fonctionnalités encore sur cette population-là. Mais je peux aussi rajouter des paramètres, hein, du type, et là c'est suivant bien évidemment de l'iOS, Android ou Windows. Hein, sur de l'Android, je peux aussi pousser certaines choses, hein, qui sont spécifiques à ce type d'équipement. Donc par exemple des restrictions Android ici, désactiver les notifications, empêcher le contrôle des applis, désactiver le Bluetooth, etc. Je vais pouvoir, sur ces équipements, pousser certaines applications. Hein, on peut avoir une multitude de profils. Hein. Après, on va jouer en fait sur des tags, et vous allez comprendre pourquoi. Ici, c'est par exemple rajouter une appli sur Android ou encore iOS, sur l'App Store. Bon, je peux aller chercher l'appli, par exemple, dictionnaire. Bon, je peux la sélectionner ici, hein, l'intégrer dans la liste, et en revenant sur la partie appli ici, rentrer en fait le tag. Par exemple, le profil étudiant, je vais rentrer le tag étudiant dans cette appli. Là, je ne l'ai pas ici, bien évidemment, parce que je ne peux pas l'enregistrer. Mais si je prends l'application Cisco Jabber, je peux tout de suite ici, par exemple, trouver mon profil étudiant et faire en sorte que cette appli soit voilà, enregistrée sur le profil étudiant. Ce qui va me permettre derrière aussi de vérifier le statut de mes appareils. Et dans le statut de mes appareils, de pouvoir ici, là aussi, faire des recherches plus affinées, hein, sur une étiquette spécifique, qui va me permettre de rentrer ici sur un client, hein, ou même si je reviens ici sur l'ensemble de mes appareils, de revenir sur l'ensemble des clients qui sont connectés sur les différents sites. Là, vous avez vu qu'on a la petite pomme pour Apple, mais on aurait très bien pu avoir du Windows ou de l'Android. Et donc ici, cliquer sur un utilisateur, le géolocaliser, et puis surtout avoir de l'information spécifique, notamment si un appareil est volé, de pouvoir effacer les données qu'il y a dessus, mais également pouvoir ici avoir des journaux de connexion
ou encore des journaux, pardon, de connexion, ou savoir un petit peu ce qui s'est passé en termes d'application sur le device. Qu'est-ce qui a été installé, quand, est-ce que j'ai du WhatsApp, est-ce que j'ai d'autres choses qui pourraient faire en sorte que on soit indiqué de ce qui se passe sur l'équipement. Je vais aussi pouvoir, et là aussi sous forme de tag dynamique, créer des politiques, à savoir si, par exemple, sur le profil étudiant, je souhaite intégrer une politique spécifique, je crois qu'il y en a peut-être déjà une ou pas, mais je peux ici rajouter une nouvelle politique en disant pour le profil étudiant, je veux un verrouillage, je veux de l'antivirus, je veux voilà, une application en mode kiosque. Bon, je peux tout choisir et l'intégrer après dans un profil. Donc le but ici, c'est vraiment d'assembler comme un puzzle, si vous voulez, des règles, et bien sûr de les mettre en place pour un type de population. Et à tout moment, je peux revenir à mon London, à mon Finsbury. Et je peux vérifier sur London Finsbury ici, au niveau de l'organisation, le rapport récapitulatif. C'est-à-dire, dans la journée, tiens, j'aimerais bien aller voir, par exemple, combien de clients se sont connectés, comment ça s'est passé au niveau de l'utilisation, quels sont les OS les plus utilisés, les clients qui consomment ou même les bornes qui consomment le plus, etc. Tiens, cette borne-là, elle est sur cet étage-là, c'est vrai que peut-être que ça manque de performance, on peut peut-être en rajouter une, etc. Donc le but, c'est cette visibilité en plus des configurations. Donc voilà là-dessus. Pour avoir de plus en plus d'informations sur nos produits, n'hésitez pas à nous solliciter. Et puis derrière, si vous souhaitez un suivi, que ce soit avec nous, l'équipe commerciale, ou encore avec des avant-ventes, ce sera avec plaisir de pouvoir y répondre. Merci à tous pour votre attention et à très bientôt. Au revoir.